Il est 13 heures. Vous écoutez Radio Mali. Merci de choisir votre radio nationale pour vous informer. Le journal. Salimata Dao. Ce jeudi marqua la rentrée des cours et tribunaux de l'année judiciaire 2022-2023. La cérémonie solennelle a été présidée par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Cette rentrée a pour thème une justice plus proche du citoyen, problématique de la bonne distribution de la justice. Des parcelles cultivables pour plus de 400 000 personnes déplacées. Cette action vient du ministère en charge de l'action humanitaire. Elle a pour but de créer des activités pour ces Maliens affectés par la crise et les rendre autonomes. Une couverture médiatique des élections sans reproche. C'est ce pourquoi la Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse et les fêtières des médias se mobilisent. Les partis viennent de valider une résolution dans ce sens. En sport, à l'affiche, le championnat national de football et la Coupe du monde Qatar 2022. Ce sera avec Ousmane Dao. Bonjour et bienvenue. Une justice plus proche du citoyen, problématique de la bonne distribution de la justice. C'est le thème de la rentrée des cours et tribunaux de l'année judiciaire 2022-2023. La cérémonie de l'audience solennelle s'est tenue ce matin au siège de la Cour suprême. La rentrée judiciaire a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous y reviendrons plus en détail avec notre reporter Siaka Konaté dans nos prochaines éditions. Rendre les déplacés autonomes en leur octroyant des parcelles cultivables, notamment dans les régions de Ségou, Sikasso et Dioïla, c'est la proposition faite par le département en charge de l'action humanitaire aux personnes déplacées. Ce sont donc environ plus de 400 000 personnes déplacées et singulièrement celles se trouvant sur les sites de Bamako et environ qui sont concernées par cette opération. Suivant les explications du ministre délégué en charge de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, il est au micro de Alousseni Touré. Il s'agit de développer des stratégies, des voies et moyens nous permettant de renforcer la résilience de cette population déplacée en particulier, mais des couches vulnérables en général. Donc nous savons que le Mali a lancé ce grand programme de refondation qui, de refondation, demande obligatoirement l'autonomisation dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous savons que l'humanitaire, c'est la gestion des urgences. Et à partir de 6 mois déjà, tous les partenaires en général, ceux qui sont là aux côtés du Mali, leur assistance d'urgence s'arrête à ce niveau. Donc nous, au niveau du département, nous sommes obligés de développer des stratégies permettant à cette population déplacée d'aller vers l'autonomisation. Et ce programme consiste à rendre productive cette population déplacée. Nous savons en général les activités principales au Mali tournent autour de l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce. Essentiellement, les activités de ces populations déplacées tournent autour de ces secteurs d'activité. Donc, comment leur donner un espace leur permettant de développer leur savoir-faire. Donc, ça rentre dans le cadre non seulement du renforcement de leur résilience, mais également dans le cadre de leur autonomisation. Le projet a été bien apprécié, chacun autour de la table a notifié son intérêt par rapport à ce projet. Le comité national du programme hydraulique intergouvernemental sera bientôt mis en place. Les acteurs du secteur de l'eau planchent sur les textes portant création du programme en vue de les valider. C'est au cours d'une rencontre organisée à Bamako par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau, Patraouri. Le Mali est membre du comité du programme hydrologique international depuis la dernière conférence générale de l'UNESCO tenue à Paris en novembre 2021. Cette adhésion obtenue grâce à l'implication de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO à Paris doit permettre de faciliter la liaison entre le Mali et cet organisme international en matière de gouvernance de l'eau. Il est donc impératif de valider les textes portant création et mise en œuvre du programme hydrologique au niveau national. Du Oro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Il s'agit d'examiner ces projets de textes pour que notre pays puisse bénéficier de toutes les opportunités, de tous les avantages
qu'offre l'UNESCO dans les domaines de la connaissance et de la gestion des ressources en eau au plan mondial. L'UNESCO, à travers la Commission malienne et son bureau de Bamako, salue ces progrès qui constituent en soi une avancée. Diko Oumou Diko, représentante du bureau de l'UNESCO de Bamako. Le présent atelier revêt une importance capitale. Il sera mis à profit pour redynamiser le processus de création du comité national en faisant une analyse des contraintes afin de proposer des solutions pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Sousourou Dambélé, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie. Au cours de cet atelier, vous serez amené à valider le projet de décret portant création du comité national du programme hydrologique intergouvernemental CNPHI Mali et du projet d'arrêté interministériel portant organisation, attribution et fonctionnement du CNPHI Mali. La validation de ces différents textes devrait contribuer à améliorer considérablement la gestion des ressources en eau au moment où l'effet des changements climatiques pèse de plus en plus sur l'environnement selon les spécialistes de l'eau. Assurer une couverture médiatique professionnelle des élections, prévenir les conflits électoraux et contribuer à l'apaisement du climat social et politique. Voilà entre autres objectifs de la résolution qui a été validée par la Haute Autorité de la Communication, la Maison de la Presse et les faîtières des médias. À travers ce document, la HAC entend favoriser l'instauration d'un climat médiatique propice à la tenue d'élections équitables et transparentes dont les résultats seront acceptés de tous. C'était à l'issue d'une rencontre au siège de la HAC. Reportage Mamadi Koni. Les périodes électorales sont reconnues pour être des moments de forte demande en information de la part des populations, des opinions publiques et même des institutions politiques. Elles constituent également un moment potentiellement porteur de conflits, voire de crises. À quelques mois des futures consultations électorales, la Haute Autorité de la Communication entend susciter une synergie d'action avec les organisations de la presse pour créer les conditions d'une bonne préparation des médias aux futures élections. Après avoir discuté et validé les termes de référence de la rencontre, les différentes parties ont validé une résolution qui va gouverner le service des médias pendant les élections. Béchiri Diop, président de la commission des médias et des TIC de la HAC. Avoir des outils pour une couverture médiatique professionnelle et responsable des élections afin d'éviter les crises pré-, pendant et post-électorales. Dans son intervention, le président de la Maison de la Presse a rendu un hommage mérité au président de la HAC pour avoir bien conduit les premiers pas de la structure. Il a également invité la nouvelle équipe à se dépasser et s'est réjoui de la tenue de ces cadres. Banyugou Dante, président de la Maison de la Presse. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour élaborer des stratégies permettant aux médias de couvrir ces périodes sensibles-là, qui sont les périodes électorales, avec indépendance, avec professionnalisme, avec impartialité au profit de notre pays. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la sécurité des médias. Il s'agit de faire aussi en sorte que les médias aient accès à l'information. Il s'agit aussi de faire en sorte que les médias puissent bénéficier d'un appui conséquent de la part des pouvoirs publics pour leur permettre de faire correctement ce travail. Cette rencontre a permis d'expliquer et de rappeler aux faîtières des médias leur rôle dans une dynamique de partenariat et de responsabilités assumées afin qu'elles puissent assurer leur mission. Fodje Touré, président de la HAC. Je n'ai aucun doute que ces résolutions vont être traduites dans un plan d'action qui va être rédigé dans les semaines à venir et soumis aux plus hautes autorités pour les mesures qui doivent être prises, des mesures d'accompagnement. Je suis sûr qu'elles permettront un encadrement, je dis bien, des médias qui vont couvrir ces élections. Il y a des points sur lesquels il faut être très très prudent, des compétences qu'il faut sécuriser et savoir s'en tenir à ce que la loi nous autorise de faire. Les différents acteurs sont plus que jamais unis pour l'instauration d'un climat médiatique propice à la tenue d'élections dont les résultats seront acceptés par tous. Hors de nos frontières, le Burkina Faso demande à la France de financer et de fournir en armes les volontaires pour la défense de la patrie
VDP. C'est au lendemain de la première rencontre tenue mardi entre l'ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Kelem de Tambela. Une note a révélé que le Burkina Faso a souhaité une aide de la France pour l'équipement et le financement des volontaires pour la défense de la patrie. Selon cette note du Premier ministre, ce dernier s'est plaint de ce qu'il considère comme un abandon du Burkina Faso face aux groupes armés terroristes. En Côte d'Ivoire, au procès des auteurs présumés de l'attentat de Grand Bassam, un premier accusé a été entendu. Ce procès s'est ouvert hier au tribunal criminel d'Abidjan. Le 13 mars 2016, l'attaque dans la station balnéaire de Grand Bassam avait fait 19 morts. 6 ans et demi après l'attaque, ils sont 18 à être jugés pour assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu, détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. Mais hier après-midi, seuls 4 accusés étaient présents au tribunal. L'audience doit reprendre cet après-midi avec interrogatoire de 3 accusés. Au Kenya, une possible amnistie est au cœur des discussions entre la RDC et ses groupes armés de l'Est. Le dialogue intercongolais entame sa 2e journée de travaux aujourd'hui à Nairobi. Plus de 200 délégués sont représentés, notamment plus de 50 groupes armés et la société civile de la RDC, en plus du facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est pour la RDC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. À travers ce dialogue, les partis veulent ramener la paix en débattant sur les conditions de désarmement des groupes, voire leur amnistie. Signalons que le mouvement M23 n'a pas été convié à ce dialogue. En Afrique du Sud, un rapport parlementaire ouvre la voie à un débat sur une destitution du président Cyril Ramaphosa. Une commission indépendante désignée en septembre dernier par le Parlement sud-africain a remis hier son rapport à la présidence de l'institution. Les membres de cette commission ont été chargés de déterminer si les éléments démontrent que le chef de l'État a violé la Constitution ou la loi. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est embarrassé depuis plusieurs mois dans un scandale lié au cambriolage de sa propriété agricole de Falafala en 2020. Lors de ce cambriolage, des billets d'argent ont été retrouvés cachés dans cette propriété. Le président sud-africain est accusé d'avoir dissimulé l'incident à la police. Le veuvage n'est jamais une chose aisée puisqu'il s'agit d'une période qui plonge la femme dans un état de solitude et de désespoir profond. La situation devient encore plus compliquée si la veuve ne bénéficie d'aucune attention de la part de la société. Dans ce 2e volet de notre série de dossiers consacrés au veuvage, Awa Traoré nous parle du regard de la société sur ces femmes qui pleurent leur défunt mari. Habillée d'une robe noire, cheveux légèrement couverts par un fouloir, Fifi nous accueille dans son salon. Âgée d'une 40aine d'années et mère de plusieurs enfants, elle a perdu son mari il y a moins d'1 an. Fifi, veuve. J'ai perdu mon mari il y a quelques mois et j'ai également des enfants. Les gens n'ont pas la même réaction à l'endroit des veuves. Certains ont pitié de nous, par contre, d'autres nous traitent de tous les noms. C'est notre triste sort. On ne peut que vivre avec. Je demande à ceux qui marginalisent les veuves d'arrêter, car tant qu'on n'est pas mort, on reste exposé à toutes les éventualités de la vie. Depuis le décès de son mari, Fifi dit être désormais vue autrement dans la société. À l'image de cette quadragénaire, les veuves sont souvent perçues comme porteuses de malheur et traitées de sorcières. Ce sont là des préjugés selon le pasteur Joseph Camara. L'homme de l'Église estime que les veuves doivent être plutôt perçues comme des personnes à part entière de la société. Joseph Camara, pasteur. Parfois, ces veuves-là sont soit stigmatisées, parfois tu entends des accusations portées à la veuve en disant qu'elle est à la base de la mort de son mari, des choses comme ça. Parfois, il y en a qui parlent de son sort et tout ça. Ça, c'est des choses qui doivent disparaître de la société. Dans les rues de Bamako, le phénomène est également constaté par les citoyens. Le veuvage, ces femmes ne l'ont jamais choisi, mais il leur a été imposé par la volonté divine. À voir donc de près ce qui scie à la société devant une telle situation, c'est un regard plus positif et solidaire sur ces dames selon Khadija, citoyenne. À vrai dire, certains ne traitent pas bien les veuves, même si elles ont des enfants.
Il y a certaines belles familles qui vont jusqu'à déposséder la veuve au moment du partage de l'héritage. J'en ai vu un cas. Les frères d'un homme polygame décédé ont renvoyé ses 2 épouses de la maison en gardant 2 enfants de la première. En plus de ça, ils se sont accaparés des biens du défunt. L'islam prône aussi la tolérance et la solidarité envers les veuves. Une assistance combien nécessaire à ces femmes qui traversent l'un des moments les plus douloureux de leur vie. Thierno Sédou Dioum, imam. Nous devons être généreux envers les veuves et les orphelins, car ce sont des gens généralement qui n'ont plus d'espoir. On doit soutenir mentalement les veuves par des conseils. Sur le volet héritage, les veuves étaient reléguées au second plan dans le partage des biens du défunt mari. Désormais, la loi précise la clé de répartition de l'héritage. Gunduru Yuba, ancien chercheur à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Dans le droit national malien, il y a ce que l'on appelle le code des personnes et de la famille, c'est la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011. Il précise également dans son livre 7, dans le chapitre 2, les droits qui doivent revenir également aux héritiers. La veuve, elle est ce que l'on appelle en droit le conjoint survivant. Elle doit également accomplir un certain nombre de conditions. Elle doit être au moment du décès de son mari, en lien de mariage avec le défunt. Il n'y a pas également d'affaires judiciaires par rapport à la séparation du couple. Donc, si tel est le cas, la veuve peut également bénéficier de droits. L'autre grande difficulté à laquelle les veuves font face concerne le remariage. Certains aspects socioculturels constituent un réel frein à la réintégration de la veuve dans un nouveau foyer. Joseph Camara, pasteur. Ces veuves-là se remarient très difficilement dans la communauté. Et nous sommes en train d'organiser des séminaires, des formations, et surtout pour encourager les veufs à choisir la femme qu'ils veulent remarier parmi les veuves. Parce que très souvent, c'est très rare pour un jeune homme qui ne s'est jamais marié de prendre une veuve. J'en ai vu, mais c'est très rare. Pourtant, la société traditionnelle avait établi une règle d'adaptation et de réintégration des veuves. Il s'agit du levira qui autorise l'un des frères du défunt à épouser la femme. Yacouba Dougouni, sociologue. Si par exemple une femme perd son mari, pour vraiment sa sécurité, pour la perpétuité des relations avec ses enfants dans la famille, on peut décider vraiment de la donner en mariage à un des frères de son mari décédé. Donc, il faut donner l'occasion, par exemple, à des règles sociales de s'exprimer pour éviter que les femmes ne tombent pas dans la dépression. Dans un pays à forte dominance sociale comme le nôtre, les veuves ne méritent-elles pas un autre regard? Certainement que oui, car elles sont des membres à part entière de notre société. Dans le 3e et dernier numéro de la série, Awa Traoré va chercher à savoir si toutefois un homme peut observer le veuvage. Et nous allons souhaiter beaucoup de courage à Awa pour le tournage de ce dernier numéro. « 13h passées de 17 minutes, nous allons à présent parler sport avec Ousmane Dao. Bonjour Ousmane. Bonjour Salimata Dao. La 5e journée du championnat national de football démarre demain avec une rencontre, Ousmane. Oui, mais d'ici là, cet après-midi, le stade malien Bamako sera face à Yélen Olympique au compte de la 4e journée. Hier, toujours au compte de cette 4e journée, le Djoliba AC et l'USFAS ont fait match nul, un but partout. Vous l'avez dit, la 5e journée démarre vendredi au stade Modibo Keïta avec une seule rencontre, AFE AS Real de Bamako. Samedi, toujours au stade Modibo Keïta, on aura AS Black Star COB et à 18h, ASCO Binga FC. Dimanche, toujours dans l'enceinte du stade Modibo Keïta, à 16h, 11 créateurs Yélen Olympique, Stade Malien Bamako, Union sportive du Cercle de Kita et à Ségou, au stade Amari Daou, on aura à 16h AS Bakaridon de Baraouli, AS Police. Et enfin, lundi, cette 5e journée sera bouclée au stade Modibo Keïta avec l'Afia Club Bamako USFAS et à 18h, Djoliba AC, Union sportive de Bougouni. Coupe du Monde à présent, Qatar 2022, on connaîtra aujourd'hui les qualifiés des groupes E et F. À l'issue de la rencontre Canada-Maroc et Belgique-Croatie dans le groupe F, vous l'avez dit, un nul suffit aux Lions et l'Atlas du Maroc pour entrevoir les 8e de finale. Pour cela, malgré les multiples blessures qui déciment le groupe, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est confiant. On l'écoute.
On ne va pas se plaindre et à moi de faire ma staff les meilleurs choix possibles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la compétition. Diana, Tissoudali, Louza, Massina, Harit, plus les blessures, les Anna d'avant. Mais on s'accroche. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on a un bon état d'esprit. C'est le plus important. Plus jeune joueur du Maroc, Bilal El Kanous, qui découvre la Coupe du Monde, savoure chaque instant de cette 22e édition malgré l'enjeu. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et je suis très heureux d'être ici. Je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère de tout le monde. Et alhamdoulilah, je suis très content d'être ici. Franck Simon, le journaliste sportif marocain, estime que le Maroc dispose d'un bon attelage pour se qualifier en 8e de finale. Un état d'esprit très particulier, inébranlable en fait, un mental de gagneur et de gagnant parce que voilà, ils sont capables d'arracher des victoires contre des grosses équipes. Il y a aussi une équipe, le fait que cette équipe se connaît très très bien, un collectif donc soudé, discipliné, homogène, avec quelques fortes individualités qui sont capables de renverser des matchs. C'est un alliage à la fois de jeunesse, on l'a vu avec Sabiri notamment, et puis d'expérience comme le capitaine Ranem Saïs, comme Bono, qui sera de retour certainement dans le 11 de départ contre le Canada, et puis de très grands talents, c'est Hakimi, c'est Ziyech. Tout ça permet d'avancer, d'éviter les écueils, et puis je pense que le facteur X, c'est pas quelqu'un qui est sur le terrain, mais c'est bien le monsieur qui est assis sur le banc avec son encadrement technique, Walid Regragui. L'autre rencontre de ce groupe F oppose la Belgique, demi-finaliste du dernier mondial, au finaliste malheureux de 2018, la Croatie, qui a également besoin d'un nul pour rallier les 8e de finale. Pour le capitaine belge Eden Hazard, l'heure n'est pas de retourner à la maison. Moi, je me dis qu'on va encore aller loin parce qu'on a toujours eu la qualité dans ce groupe et je ne me vois pas finir cette Coupe du Monde. Après, il se passera ce qui se passera, mais jamais dans ma tête, je me suis dit que c'était mon dernier match. Donc, on va aller pour gagner et essayer d'aller le plus loin possible. Première nation africaine à se qualifier en 8e de finale d'une Coupe du Monde en 1986 au Mexique, Salimata Dao, le Maroc est très proche de rééditer cet exploit. Et puis, nous sommes tous supporters du Maroc ce soir à 15h. Alors, on fera comme au royaume chérifien, Dima Dima Maroc, toujours Maroc, El Sharif, El Malik, El Ouattara. Le Maroc. Alors, Ousmane, parlez-nous pour finir de quelques affiches des 8e de finale qui sont déjà connues. Avant ces affiches, on va dire à nos auditeurs qu'à 19h, dans le groupe E, le Costa Rica sera face à l'Allemagne, qui a également besoin de s'imposer pour rester en vie dans cette Coupe du Monde, même si les Allemands seront tributaires du résultat de l'autre rencontre Espagne-Japon à suivre en direct sur ORTM2 à partir de 19h. Dans cette poule, seuls les Espagnols avec un goal average favorable abordent la dernière journée à l'aise, sinon les 3 autres nations vont devoir tout donner pour rester au Qatar. C'est, vous l'avez dit, les affiches des 8e de finale. Oui. Ces affiches sont Pays-Bas, États-Unis, Angleterre, Sénégal, Argentine, Australie et France-Pologne. Ces deux se rencontrent pour la 2e fois en Coupe du Monde après 1982 en Espagne. C'était un match de classement et c'est la Pologne de Boniek et Lato qui a battu la France de Michel Platini, Marius Trésor et entre autres Jean-Amadou Tigana. 40 ans après ce match, ce sera encore celui des buteurs entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Le vainqueur de ce match France-Pologne jouera contre celui de l'Angleterre-Sénégal. Salimata Dao, pour nous Africains, on souhaite un Sénégal-France, ce qui sera le remake de l'ouverture de la Coupe du Monde 2002 en Corée au Japon, remportée par le Sénégal, 1-0 grâce à un but de Pape Boba Diop. Oui, Ousmane. Alors, je vais vous inviter à rester avec moi et suivre la chronique judiciaire juste après le jingle. Chronique judiciaire. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en tant que promoteur de droit international humanitaire, appelle les différentes parties au conflit au respect strict des droits applicables en période de conflit. Il peut également servir de médiateur à la demande des protagonistes. Ceci est le dernier numéro de notre série de numéros consacrés au droit international humanitaire, DIH, chronique judiciaire, une rédaction de Adama Djimdi.
Le droit international humanitaire, communément appelé DIH, est l'arsenal juridique dont dispose la communauté internationale pour réglementer les guerres et autres conflits armés. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR est une structure qui œuvre pour la promotion de ce droit. Il soutient les autorités pour la ratification et la mise en œuvre nationale des traités du DIH, contribue au renforcement des capacités des forces armées de sécurité en DIH par des formations, des séances de sensibilisation et l'appui à la participation d'officiers à des stages à l'étranger. Koulibaly Kani Elisabeth Sougoba, conseillère juridique au CICR. Le CICR a beaucoup contribué au développement du droit international humanitaire. Le CICR a été désigné par les États comme étant le gardien du droit international humanitaire. Donc le CICR est chargé de faire le développement du droit international humanitaire dans tout ce qui concerne la promotion et aussi inciter les parties à un conflit armé à respecter le droit international humanitaire. Le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui ne peut qu'appeler les différents protagonistes au respect du droit international humanitaire. Le CICR appelle toutes les parties au conflit armé à respecter la population civile, à épargner la population civile. Cela est un principe essentiel des règles du droit international humanitaire. Donc nous en appelons au respect de la population civile, nous en appelons au respect des biens civils et nous en appelons également au respect des humanitaires afin que les humanitaires puissent avoir accès à ceux qui sont dans le besoin et afin que le droit international humanitaire aussi soit bien respecté par toutes les parties au conflit. Le Comité international de la Croix-Rouge peut agir comme médiateur pour rapprocher les différentes parties. Koulibaly Kani Elisabeth Sougoba, conseillère juridique au CICR. Le CICR peut agir en tant qu'intermédiaire neutre dans le cadre d'un conflit armé. Donc les parties à un conflit armé peuvent solliciter le CICR pour que le CICR intervienne en tant qu'intermédiaire neutre. Ça aussi, c'est une des prérogatives, une des missions, la possibilité que le CICR peut offrir aux parties au conflit armé. Avec l'accord des parties à un conflit armé, le CICR peut faciliter, par exemple, l'échange de détenus ou encore dans le cadre des activités que j'appelais les activités de rétablissement des liens familiaux, c'est-à-dire de réunification familiale. Le CICR peut aussi jouer ce rôle d'intermédiaire neutre en permettant à des personnes qui se trouvent sous le territoire contrôlé par l'une des parties au conflit d'échanger les nouvelles à caractère familial. Le CICR s'efforce de prévenir la souffrance des victimes par la promotion et le renforcement du droit et des principes universels. Voilà, c'était là le dernier numéro de notre série de reportages consacrés au droit international humanitaire DIH avec Adama Djimde que nous remercions. Il est 13h passé de 26 minutes et c'est la fin de cette édition. Présentation Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Baba Diarra, coordination Ousmane Dao. Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez connectés sur votre radio nationale tout à l'heure. La lecture des avis est communiquée par Kani Keita. Merci. Bonne écoute radiophonique.